Le point de vue de l'entrepreneur, tous les mois un chef d'entreprise va nous expliquer pourquoi il a eu recours au private equity pour assurer le développement de son entreprise. Comment est-ce qu'il analyse ce choix a posteriori avec un petit peu de recul. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Mathieu Bizot. Bonjour. Bonsoir. Stéphane. Président directeur général d'Opteven. Vous êtes un spécialiste des services et des garanties automobiles. Proposez des contrats d'assistance, des garanties contre les pannes mécaniques notamment, on expliquera tout ça. Vous êtes implanté à Villeurbanne, près de Lyon, comme quoi le private equity ne finance pas que des entreprises implantées en région parisienne. Et vous avez financé votre croissance et votre développement grâce au private equity. D'abord, on va peut-être expliquer votre activité. Vous avez progressivement élargi le spectre. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme principaux services ? Donc effectivement, en 20 ans, on est devenu un leader en Europe des services et des garanties automobiles. Donc des services comme l'assistance, la garantie panne mécanique et l'entretien, comme vous l'avez dit. Donc l'assistance, c'est des plateaux téléphoniques ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui prennent en charge un automobiliste en difficulté sur le bord de la route, soit parce qu'il a eu une panne, ce qui n'est pas très grave, soit parce qu'il a eu un accident, et ça peut être plus ou moins stressant. Donc il faut être réactif. Donc c'est un métier d'urgence, un métier de réactivité, c'est vrai. Et on a développé cette activité depuis 20 ans. Une autre activité, c'est la garantie panne mécanique. Là, il s'agit de prendre en charge les réparations d'un véhicule qui est en panne. Alors, attention, c'est un véhicule qui est en panne, qui n'a pas eu un accident, puisque ça, c'est le domaine des assureurs classiques, traditionnels, qui est couvert par votre contrat d'assurance. Donc nous, notre spécialité, c'est la panne. Et l'entretien, c'est de prendre en charge l'entretien du véhicule. Pour bien comprendre, vous avez le statut d'assureur ? Alors, on a le statut d'assureur, effectivement. On est ce qu'on appelle un groupe mixte d'assurance, c'est-à-dire qu'on a une compagnie d'assurance dans le groupe, mais on ne fait pas que ça, on fait aussi du service. Ce sont des métiers qui sont à la frontière de la relation client, de l'assurance, et avec une forte expertise automobile, qui est notre savoir-faire principal, c'est l'automobile, c'est la prévente automobile, la distribution automobile. J'ai vu que vous proposiez depuis quelques mois une extension de garantie pour les batteries des véhicules électriques. L'électrification du parc, ça va aussi changer votre métier ? Oui, ça change. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais les véhicules électriques tombent en panne, comme les véhicules thermiques, avec une fréquence à peu près équivalente. La panne moyenne, par contre, est plus chère, autour de 1 000 €, alors qu'un véhicule thermique, c'est plutôt 800 €. Donc l'électrification du parc est un phénomène inéluctable, mais qui va prendre du temps, puisque le parc automobile, c'est 40 millions de véhicules qui tournent, et on vend en France 1,7 million de véhicules par an, donc ça met du temps avant de diffuser. Ça va changer, ça va changer beaucoup de choses, mais pour nous, on le voit plus comme des opportunités que comme une remise en cause de notre métier. Je vous donne un exemple. Un acheteur d'un véhicule d'occasion électrique qui veut acheter un véhicule de 4-5 ans, c'est encore très très rare, mais ça va arriver de plus en plus. Il sait que la garantie de la batterie va durer 8 ans, donc il lui reste 3 ans de garantie du constructeur sur la batterie. Donc il va se poser la question, qu'est-ce qui va se passer après, la valeur de mon véhicule, comment ça va se passer, etc. Et donc nous, on a créé une extension de garantie sur la batterie pour permettre de rassurer l'acheteur et permettre aux distributeurs aussi de pouvoir revendre ces véhicules d'occasion. Est-ce qu'on peut innover dans le secteur de l'assurance ? J'ai vu que vous occupiez la 6e place du classement 2024 des leaders de l'innovation du journal Les Échos. On se dit qu'a priori, l'assurance, c'est un métier plutôt traditionnel où finalement les marges d'innovation sont assez réduites. Oui, alors, notre métier, c'est plus l'automobile que l'assurance. On est un assureur parce qu'on est obligé, mais c'est vraiment l'automobile. Et l'automobile, c'est à la fois une industrie très traditionnelle, mais c'est une industrie qui est en plein bouleversement. Et c'est ce qui est passionnant. Donc, on est effectivement assez fiers d'avoir eu ce classement dans les Échos. On a également eu des trophées dans l'Argus d'or. On a eu un Argus d'or dans l'Argus de l'assurance sur justement ces sujets d'extension de garantie sur les batteries et donc, innover est une nécessité dans le domaine de l'automobile. Si vous regardez, il y a un nombre de start-up dans la mobilité, ça foisonne de partout. Et si on veut être là dans 10 ans, il faut réfléchir et anticiper. Qui sont vos clients ? Vous travaillez en B2B ? Oui, nos clients sont tous les professionnels. On est en B2B, 2C. À la fin, c'est bien
un particulier qui bénéficie de nos services. On est en marque blanche, donc c'est pour ça que la marque Opteven n'est pas connue. Et nos clients sont donc nos clients business sont des professionnels de l'automobile, des constructeurs, des distributeurs, des loueurs, des assureurs, enfin toute l'économie qui tourne autour de l'automobile. On va parler de votre croissance, de la manière dont vous avez financé votre croissance. D'abord, on va parler un peu de vous. Vous avez rejoint l'entreprise en 2001. Vous dites par les hasards de la vie. Pour quelle raison ? Les hasards de la vie, enfin, le hasard, c'est d'être atterri à Lyon parce que moi, j'étais cadre dans chez BNP Paribas à Paris. Et c'est plus un projet familial qui était de dire, bon, on veut quitter Paris, alors où est-ce qu'on va ? On regarde une carte de France, ça aurait pu tomber sur Lille ou Nantes. Et donc, j'ai trouvé cette toute petite filiale d'un groupe anglais. Donc, le hasard, c'est Lyon. Le secteur d'activité, c'est pas un hasard, parce que avant, j'étais dans le crédit automobile, ce qui est un domaine assez proche, finalement. Et j'avais passé 4-5 ans chez une entreprise qui s'appelait à l'époque GE Capital. Et le milieu professionnel anglo-saxon m'avait bien plu. Et donc, quand j'ai vu cette petite filiale d'un groupe anglais, voilà, on s'est dit, on y va, on tente le coup. Et... Alors, vous dites petite filiale. À l'époque, elle avait une 50aine de salariés seulement. Oui. Aujourd'hui, vous avez plus d'1 millier de salariés. Vous êtes devenu un groupe à dimension internationale. Comment est-ce que vous avez opéré cette croissance ? Donc effectivement, en 2001, on était 50, on faisait 10 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en fait 300 millions et on est 1000 présents au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en France, bien sûr. Les raisons de cette croissance, qui est une croissance essentiellement organique, on a fait quelques acquisitions, mais un peu à la marge, c'est une croissance essentiellement organique. Je dis souvent que, sans doute, ce qui explique cette croissance, bon, d'abord, on est sur un marché qui est plutôt porteur, le marché des services automobiles. On a eu des clients qui eux-mêmes étaient en croissance et qui nous ont portés. Mais il y a eu pendant toutes ces années, une grande stabilité dans la stratégie et dans le management, puisque l'équipe que j'ai constituée à l'époque est toujours là. Donc, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Cette stabilité a permis de garder des fondamentaux qui sont toujours les nôtres sur la qualité de service, sur l'attention aux collaborateurs. Assez vite, on a développé des stratégies RSE. En 2010, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui parlaient de stratégie RSE. Donc, l'attention aux collaborateurs a été un élément important de notre stratégie. Et peut-être un peu plus récemment, mais surtout depuis les bouleversements qui sont apparus dans l'automobile, l'innovation qui est également au centre de notre stratégie. Pourquoi avoir choisi des fonds de private equity ? Je dis des, puisqu'il y a eu 4 opérations, on va y revenir, pour financer votre croissance. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce qu'à un moment donné, c'était la seule option disponible qui vous apportait suffisamment de moyens financiers ? Alors donc, comme je l'ai expliqué, en 2001, j'étais dans une petite filiale d'un groupe anglais. Et en 2008, il y a un de nos concurrents qui a appelé nos actionnaires pour lui suggérer qu'il voulait nous racheter. Donc, quand on a su ça, avec mon équipe, on a réfléchi et on est allé voir l'actionnaire et on leur a dit, on a peut-être une meilleure idée. Si vous voulez vendre, vous devriez nous vendre à nous. Donc le premier fonds qui dans l'aventure, n'a pas eu forcément le rôle le plus facile, puisqu'il s'agissait de sortir d'un groupe, c'est un spin-off. Là, on n'a pas eu le choix, puisque même si l'entreprise était beaucoup plus petite à cette époque-là, on était des cadres certes compétents, mais pas bien riches. Et donc, on n'avait pas d'argent pour acheter cette filiale. Donc, on était bien obligé d'aller chercher un fonds et de monter un dossier. On n'y connaissait rien en private equity. Et donc, ça s'est fait aussi par les hasards des connaissances. Frédéric Solar vous écoute attentivement, il pourra réagir dans un instant. Vous parlez d'argent, vous parlez de financement. Est-ce qu'on peut résumer une opération de private equity uniquement au chèque que le fonds met sur la table ? Je vais vous donner la parole tout de suite, mais je vous propose d'écouter ce que disait le mois dernier Alexandre de Vigan, le fondateur de Enfinit. Il était à votre place le mois dernier. Lui aussi a financé son développement grâce au private equity. Et pour lui, l'opération ne se résume pas au simple volet financier. Écoutez-le. Une des erreurs que pourraient faire des entrepreneurs, c'est de choisir un fonds juste pour le chèque, parce que c'est une erreur. Et nous, on a eu, d'ailleurs, dans les 2 tours, on a fait une série A, une série B, on a eu
ce qu'on appelle des term sheets, des propositions d'investissement de plusieurs fonds, et on n'a jamais choisi forcément la meilleure valorisation ou le meilleur ticket, le meilleur investissement. On a voulu choisir le meilleur investisseur. Jean-Mathieu, vous êtes d'accord avec ce que nous disait le mois dernier Frédéric de Vigan ? Oui, même si l'histoire est différente, je suis d'autant plus d'accord que, justement, au moment de la sortie du groupe, du spin-off, le sujet du montant du chèque n'était pas un sujet. Notre maison mère, c'était Aviva, qui est un gros groupe d'assurance, donc nous, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de trouver les arguments pour qu'on puisse sortir, pour convaincre l'actionnaire que c'était la meilleure solution et d'avoir un fonds qui nous fasse confiance, qui nous accompagne et qui croit à l'histoire qu'on lui a racontée. Donc le sujet du chèque n'était pas un sujet sur le premier. Sur les suivants, c'est sûr que c'est au moment du changement de fonds, c'est le moment où on a une petite différence d'intérêt avec le fonds sortant, qui lui veut effectivement maximiser sa sortie. Nous, on est vendeurs, mais on est aussi acheteurs, puisqu'on veut que le coup suivant se passe bien. Donc il ne faut pas effectivement résumer le choix du fonds à ce seul critère. Ça serait effectivement une erreur, je suis complètement d'accord. Vous êtes d'accord, Frédéric Stollard ? Un fonds de private equity, ça n'est pas qu'un chèque ? Non, ce n'est pas qu'un chèque, c'est un sparring partner, c'est un coach, c'est quelqu'un qui va réfléchir avec le CEO à... Parce que ce que raconte monsieur, il a complètement changé de ligue. Il est passé d'un petit acteur régional à un des grands leaders européens du marché. Et il l'a fait avec un actionnaire engagé qui lui a apporté du capital, de l'expertise, des échanges stratégiques au fur et à mesure du temps. Donc, il est passé d'un petit acteur régional à un des grands champions européens du secteur. Ça nécessite un actionnaire engagé dont la taille change avec le profil de l'entreprise. Absolument. Oui, absolument. Vous savez ce qu'on dit généralement, no pain, no gain. Généralement, les fonds de private equity sont exigeants en termes de performance, en termes de management. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ? Alors nous, on l'a plutôt bien vécu. Ça s'est toujours bien passé avec les différents fonds. Mais c'est vrai que, alors maintenant, après 15 ans, on s'en rend plus compte, mais je pense que c'est vrai qu'effectivement, les sociétés sous LBO ont un niveau d'engagement qui est élevé. Et c'est quelque chose dont il faut absolument tenir compte quand on fait des recrutements au niveau COMEX, un niveau élevé. Il faut avoir en tête que effectivement, l'engagement et le niveau d'exigence est élevé, mais quand on a un parcours comme celui qu'on a eu, il y a beaucoup de satisfaction. Donc c'est quelque chose qui est très stimulant de toute façon. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ce niveau d'exigence vous a peut-être permis d'aller plus loin que ce que vous espériez au départ ? Oui. Si en 2010, on m'avait expliqué là où on est aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru. Donc, on a sûrement fait beaucoup mieux grâce effectivement à des conseils. Un fonds, c'est un aiguillon. C'est pas forcément des spécialistes de votre métier, donc c'est pas sur votre métier qui va vous apporter des conseils, mais c'est sur vraiment des sujets critiques, l'internationalisation, qui sont spécifiques à la taille de votre entreprise et aux différents challenges que vous devez avoir en fonction de l'histoire. Vous êtes d'accord, Frédéric, ça n'est pas un spécialiste forcément de votre métier, parfois c'est le cas ? Non, mais personne ne sera spécialiste de réparation automobile aussi compétent que l'équipe d'Opteven. Par contre, quand Opteven se pose des questions sur le recrutement d'un directeur général pour une business unit, quand il se pose des questions sur une cible d'acquisition en Allemagne, là, le fonds a l'expertise d'avoir construit, aux côtés du CEO, avoir fait passer une entreprise d'un statut de petit acteur régional à champion national, à champion européen. Et là, le fonds peut échanger avec le CEO et l'équipe de direction. Donc là, c'est l'expertise de la croissance, en fait. C'est l'expertise de construire des champions. Sur les acquisitions, c'est évident que l'expertise du fonds est fondamentale. Oui. Sur quels critères, Jean-Mathieu, vous avez choisi les fonds qui vous ont accompagné ? Il y en a eu 4 au total. Un des critères vraiment importants, c'est d'avoir en face de nous un fonds qui d'abord s'intéresse à votre métier, même s'il ne le connaît pas à l'origine, et qui en accepte les contraintes. Nous, effectivement, vous l'avez dit, on est une compagnie d'assurance, on est régulé par la CPR, il y a un certain nombre de contraintes, et il y a des fonds qui les entendent et qui les intègrent assez vite, et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Voilà, donc intégrer les contraintes, les problématiques que ça peut générer est un des critères importants. Et ce que j'aime faire aussi, c'est de confronter
les valeurs de l'entreprise avec le fonds pour vérifier qu'on ne fait pas le grand écart. Quand on parle de RSE, quand on parle de stratégie sociale, quand on parle de... On a des plateaux de gestion, donc on peut parler de offshoring ou de choses comme ça, de vérifier si on est à peu près sur la même longueur d'onde, c'est des sujets importants. Quel conseil vous donneriez aux chefs d'entreprise qui aujourd'hui nous regardent, qui hésitent à se faire accompagner par un fonds de private equity ? D'abord, de bien le choisir. Ça, c'est important, de bien anticiper ce choix-là, de ne pas se retrouver dans un process un peu coincé. Donc, il y a un sujet d'anticipation qui est important. De ne pas avoir peur de perdre un pouvoir de décision. C'est quelque chose que j'ai, moi, jamais vécu comme un problème. On est quand même très, très autonome dans notre gestion, dans la conduite de notre business. Certes, pour certaines décisions, on doit remonter au conseil de surveillance et donc à l'actionnaire, au fonds d'investissement, mais c'est des décisions qui sont quand même un peu fondamentales, une acquisition, le recrutement d'un directeur général, des choses comme ça. On est plutôt content de confronter cette décision avec quelqu'un qui nous écoute et qui nous renvoie un feedback. C'est toujours important. Moi, le conseil que je donnerais aussi, c'est attention, vous allez passer 5 ans avec une équipe. Il y aura des moments difficiles, il y aura forcément des mauvaises nouvelles, il y aura forcément des tensions. Donc les 5 ans, mieux vaut les passer avec des gens que vous respectez, en qui vous avez confiance. Ça me paraît assez fondamental. Frédéric, vous êtes d'accord, bien choisir son sparring partner, puisque c'est comme ça que vous aimez les présenter, et être conscient dès le départ qu'il faudra accepter sur certaines décisions, d'être accompagné, de partager les décisions. Mais ça, Jean-Mathieu est très expérimenté. C'est son 4e LBO, c'est un des managers les plus aguerris sur la place. Maintenant, c'est lui qui choisit ses fonds. Ce n'est pas ses fonds qu'il choisit, c'est lui qui choisit ses fonds. Il a fait 4 tours, il sait exactement sur quels critères se baser. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le fonds dont il a besoin aujourd'hui n'est pas le fonds dont il avait besoin hier et encore moins avant-hier. Oui. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il veut faire des acquisitions pour changer de taille critique. Il lui faut des tickets en capital pour l'accompagner de 50 à 100 millions. Il y a 10 ans, il lui fallait des tickets en capital de 5 à 10 millions. Donc, il a changé de ligue aussi. Donc, c'est important de choisir un fonds qui est adapté à vos besoins, qui est adapté à votre ligue et qui va s'intéresser à vous et dont vous êtes cœur de stratégie. Donc, c'est un choix extrêmement important de bien choisir son partenaire. Puis après, il y a les critères humains dont on a parlé, quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps parce qu'on va passer des heures carrées. Dans les moments heureux, pas toujours. Dans les moments compliqués, souvent. Et donc, c'est important de choisir quelqu'un avec qui on a envie d'être, en fait. Oui, absolument.